Salut à toutes et tous, chères auditrices, chers auditeurs, pour ce nouvel épisode du podcast Transition. Je m'étais fait une promesse au début de l'année 2025, c'est de tenir les dates de diffusion des épisodes. Ça a malheureusement pas duré très longtemps puisque là j'ai pris 2 semaines de retard parce que pendant un certain temps j'ai eu du mal à parler, tout simplement parce que à la fin de mon séjour à Majorque, dernière sortie vélo, dernier kilomètre, voilà que j'ai une guêpe qui me rentre dans la bouche lors d'une grande inspiration et qui me pique au fond de la gorge. Ça a pas donné de drame particulier, mais tout simplement que ça a quand même enflé un petit peu. J'avais du mal à prononcer les R et ce genre de consonnes pendant plus de 10 jours et ça m'a empêché d'enregistrer de nouveaux épisodes. Mais voilà, je suis là et je ne suis pas seul pour cet épisode du jour parce que j'ai le plaisir d'accueillir un lecteur du site, entre autres, qui m'a fait part de, on va dire, son agacement ou en tout cas peut-être un petit peu sa fatigue de voir certaines pratiques dont on va parler dans cet épisode. Vous le connaissez sur les réseaux parce qu'il est très actif sur les forums de Garmin, il est très actif sur certains channels Reddit, il est aussi très actif sur nakan.ch et les réseaux sociaux. Il officie sous le pseudo de Socorsu. Aujourd'hui, je vais plutôt l'appeler Sylvain. Merci Sylvain d'avoir accepté l'invitation et de participer à cet épisode. Merci à toi Greg. Je suis ravi de participer à cet épisode. Pour me présenter rapidement, si j'y arrive à le faire, moi je suis pratiquant sportif, plutôt trail running pour la majorité des activités. Ça fait un bon moment que j'utilise maintenant des montres connectées. Alors effectivement, plus spécifiquement la marque Garmin. Pour suivre mes activités et surtout pour me guider, parce que c'est un des grands outils que j'utilise dans ma pratique du trail, et qui me permet d'aller un peu partout, profiter de l'extérieur. Donc comme tu disais, j'interviens pas mal sur les forums, alors un peu comme tout le monde au départ, plus parce que je cherchais des infos, j'avais besoin de comprendre des choses qui marchaient pas, mais souvent parce que je les utilisais mal. Et donc là, j'ai eu pas mal de gens pour m'aider et m'expliquer beaucoup de choses au début. Et puis à force des choses, aussi un petit peu par des formations, j'aime bien comprendre, aller un peu au fond des choses, et ma montre avec Garmin me permettait de faire un peu de ça, et surtout de suivre les évolutions qu'il pouvait y avoir sur les différents modèles que j'ai eus au fil du temps. Donc j'interviens, oui, sur les forums Garmin essentiellement, dans la partie bêta test, beaucoup sur des groupes Facebook français. Comme tu le disais, sur ton site, je commente, et sur tes réseaux sociaux, des fois je passe un petit peu mes envies, hein, je dis ce que j'ai envie de dire, je suis en lien avec un certain nombre de personnes comme toi, hein, qui sont des gens qui nous permettent de voir tous les modèles, tous les produits, de partager leur expérience. De comparer aussi les choses, donc ça c'est top, et ça permet de se faire une idée de toutes les choses. Je suis pas mal en contact aussi avec des développeurs ou des gens qui suivent le monde Garmin depuis un sacré moment. Alors je sais pas si tu connais Allory. Il y a un site web où cette personne partageait au début des archives de logiciels Garmin, et puis en définitive fait beaucoup de suivi assez strict des notes de version Garmin. Donc c'est quelqu'un avec qui je suis en contact de temps en temps, parce qu'on se corrige l'un l'autre sur des éléments, puis on papote un peu. Donc il est là depuis très longtemps, et puis après sur différents autres sites. Voilà. Ce que t'as pas dit, mais qu'on comprend assez vite quand on lit tes messages et tes interventions sur les différents vecteurs et notamment les forums de Garmin, c'est que tu es pas mal calé en termes de technique. Oui, alors ça, c'est ce que je disais, c'est la partie des formations. Donc pour pas trop m'épancher, mais j'ai fait à peu près 10 ans de support technique dans l'informatique. Alors pas sur ces domaines-là, mais on dira qu'un peu les concepts de l'informatique restent les mêmes, quels que soient les produits utilisés. Donc le fait de comprendre comment a pu
produire un problème, de le reproduire, d'arriver soit à le contourner, soit en donner toutes les informations correctement auprès des supports techniques comme ceux de Garmin. Et d'ailleurs, le forum est quand même assez top pour ça de leur part, parce qu'ils sont pas mal à l'écoute pour cette partie. Voilà, j'ai profité un peu de ça, et puis parce que ça me plaît de faire cette partie-là pour le faire, quoi. Donc les gens l'auront compris en cliquant sur l'épisode dans leur plateforme de podcasting, parce que le titre est assez évocateur. On va parler de logiciels et de matériel des montres GPS. Aujourd'hui, on va débattre un petit peu de l'évolution de ces montres. On va commencer par un petit rappel de ce qui s'est passé au cours des 15 dernières années, de la vitesse d'évolution qu'on a eu au début entre les modèles, et puis un petit peu un tassement et un petit peu des paradigmes qui ont changé. Ensuite, on va plus spécifiquement parler de Garmin, parce que c'est à propos de cette marque principalement que tu interviens et qu'on va discuter dans l'évolution du matériel. Il y a aussi eu pas mal de choses dont on peut parler qui se sont passées ces derniers mois chez Garmin. Si on commence le rappel historique, c'est que ces montres GPS, elles sont réellement apparues et devenues vraiment très populaires au début des années 2000, avec l'intégration justement de la réception GPS, quand le gouvernement américain a rendu un petit peu accessible au public les signaux GPS et la géolocalisation. Et puis, ce qu'on a vu, c'est que très vite, on a eu des montres qui ont intégré des modules GPS. J'ai encore publié il y a peu de temps sur mon compte Instagram une photo où j'avais la Forerunner 610 et la RC3 GPS, qui sont les premières montres que j'ai eues qui intégraient directement un récepteur GPS. Et puis, on se rend compte assez vite quand on regarde ces modèles et ce qu'on a aujourd'hui au poignet, qu'il y a eu une évolution assez folle au cours. Maintenant, ça fait presque 25 ans que ces tout premiers modèles sont arrivés. Peut-être un petit peu moins pour les modèles grand public, mais au cours des 15 dernières années, on a eu énormément d'évolution. Les capteurs cardio-optiques, on a eu de la cartographie, on a eu l'arrivée de beaucoup de choses qui ont nécessité de la performance, sans parler de la taille des écrans, de l'autonomie qui a augmenté. Et puis, au début, quand j'ai commencé à suivre ça et que au début des années 2010, j'ai commencé à disséquer un petit peu les différents modèles, on voyait des grosses évolutions entre chaque génération de montres. Quand on passait de la Phoenix 3 à la Phoenix 5, on avait vraiment une immense progression en termes de matériel et de logiciel. Et tout ça, ça a été très très vite jusqu'à, je dirais, 2018, 2019, et ensuite les choses sont un petit peu tassées. Il y a des nouveaux modèles qui continuent à sortir, mais c'est vrai que la différence est moindre entre chaque génération de montres. Alors, est-ce que tu me rejoins un petit peu dans cette constatation ? Alors moi, c'est un peu particulier parce que les montres, je les utilise depuis pas aussi longtemps. Et les premiers modèles, enfin le premier modèle avec lequel j'ai commencé, c'est la première tactile de chez Garmin. Donc j'étais plutôt sur un modèle Vivo Active. Mais c'est vrai quand c'est intéressant aux différents produits, en comparant aussi dans les différentes marques, parce que bon, j'ai choisi Garmin à un moment donné, mais j'ai regardé partout. Et c'est vrai qu'on avait énormément de modèles, des générations qui faisaient un peu du cristaux liquide, encore même au moment où moi je me suis lancé, il y a eu des évolutions très très fortes, très fortes sur tout ça. Et moi j'ai eu la chance de pouvoir démarrer un peu différemment. Et de constater de nouvelles évolutions, mais plus dans l'interaction qu'on pouvait avoir avec les produits et dans leur manière de fonctionner qui était déjà un petit peu plus aboutie. Effectivement. Donc je sais pas si je peux tout à fait moi facilement comparer ce qui s'est passé et comment ça a évolué, mais je vois encore pas mal de choses se passer aujourd'hui. Et on voit qu'on a encore des constructeurs qui vont aussi vers peut-être de l'optimisation de leurs produits. Ça, on a des choses qui ont été faites chez Coros, par exemple, où ils ont été capables de nous amener des évolutions matérielles, logicielles, qui ont fait que les produits fonctionnaient plus efficacement, donc avec plus d'autonomie, par exemple. Et ça, c'est des choses où aujourd'hui, on attend une nouvelle génération de produits, par exemple, pour nous proposer ça. Mais en fait, quand on maîtrise bien, il y a des choses qui sont tout à fait possibles autrement, quoi. Donc moi, ce que je retiens des dernières années dans les gros changements, ça a été plus par rapport à ma pratique, c'était effectivement un peu l'alliance de la partie écran tactile et boutons, parce que les deux restent utiles, parce que l'un peut suppléer à l'autre quand ça marche pas bien ou qu'il pleut, ou en fonction de l'activité. La partie pour moi qui a été
une bonne avancée ces dernières années, c'était la partie GNSS, multiband. Donc là, ça a été quand même pas mal pour améliorer. Alors, dans certaines conditions, de manière très précise. Dans d'autres, c'est un peu moins flagrant, mais en tout cas, en environnement urbain, par exemple, on voit quand même un vrai changement avec ça. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui maintenant est disponible partout. Donc, c'est un peu ce que tu disais. Tous les produits sont capables de faire quasiment toutes les technos aujourd'hui, ce qui n'était peut-être pas le cas par rapport à l'historique que tu mettais en avant. Et ça, c'est quand même des choses où aujourd'hui, on peut tous en bénéficier. Et ça, c'est pas mal du tout. Ouais. Oui, alors le GPS, c'est vrai qu'on a eu pas mal de soubresauts. Moi, je me souviens qu'au moment où j'avais testé la V800 chez Polar, c'était vraiment une référence en termes de mesure. Et on avait là-dedans des puces qui étaient fabriquées par Sirf et qui étaient vraiment extrêmement performantes. Probablement aussi qu'il y avait le design des antennes et la surface des récepteurs dans la montre qui jouaient un jeu. Mais je me souviens que quand Sirf a été racheté et intégré sauf erreur à Qualcomm, j'ai constaté une baisse de la qualité générale de la mesure GPS et ensuite GNSS chez toutes les marques, jusqu'à ce qu'on retrouve effectivement cette mesure de GPS à double fréquence qui ramène un niveau de précision égal, voire vraiment meilleur que ce qu'on avait à l'époque sur ces montres qui utilisaient du Sirf. On a eu du Sirf aussi chez Garmin, notamment sur certains modèles comme la 910 XT, mais c'est vraiment des modèles qui sont assez anciens. Et ensuite, Garmin est passé chez Mediatek, qui a été renommé depuis, mais toujours resté avec un tout petit interlude chez Sony, qui est d'ailleurs utilisé par d'autres modèles de montres. Mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de dents de scie en termes de précision et de qualité de mesure GNSS au fur et à mesure des modèles de chez Garmin. Juste pour terminer un petit peu cette discussion sur l'évolution, c'est vrai que si on regarde maintenant l'évolution qu'il y a eu entre Phoenix 7 et Pix2 et ensuite les modèles Pro et ensuite la Phoenix 8, je parlais des grosses évolutions qu'il y a pu avoir entre Phoenix 3 et Phoenix 5. Pour rappel, il n'y a jamais eu de Phoenix 4 qui est sorti, où on avait vraiment des technologies d'écran qui ont changé, on a vraiment eu des surfaces d'affichage qui ont changé, l'intégration d'un cardio optique entre la Phoenix 3 et la Phoenix 3 HR, puis ensuite la Phoenix 5, l'arrivée de cartographie sur la Phoenix 5X. On voit que les différences maintenant, alors on parlera de l'évolution du matériel entre une Phoenix 7, Phoenix 7 Pro et Phoenix 8 juste après cette partie-là. Maintenant, si on regarde au niveau logiciel, au niveau fonctionnalité, c'est typiquement une discussion qui va être intéressante pour la suite. C'est l'arrivée de la mesure ECG sur la Phoenix 7 Pro et l'Epix 2 Pro, qui est une fonctionnalité médicale, donc avec une mesure d'ECG médicale qui a été lancée uniquement aux États-Unis, puis qui ensuite a nécessité des autorisations des différents gouvernements et des agences de santé, et notamment de l'agence de santé européenne, pour pouvoir faire une analyse médicale en Europe. Et quand Garmin a réussi à obtenir cette autorisation, eh bien, ils ont activé la fonctionnalité que sur certains modèles, alors que potentiellement tous les modèles étaient éligibles. Ça a fait un tel tollé sur les réseaux, et notamment, j'en ai parlé dans des vidéos, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, et puis d'autres l'ont fait également. Enfin, quasiment tous les blogueurs tech l'ont fait, et on dit que c'était un peu inadmissible. Et Garmin a rétropédalé et mis à jour finalement les Phoenix 7 Pro et Pix2 Pro. C'est un exemple, mais c'est un peu anecdotique de ce qui se passe ces derniers mois chez Garmin au niveau des mises à jour. Totalement, totalement. Ça a été un gros sujet d'ailleurs, cette partie ECG, d'une manière générale, parce qu'on a, avec plusieurs acteurs des forums, tu parlais de Reddit tout à l'heure, on a été communiqué différemment et plus largement sur d'autres canaux. Et alors, je m'en suis pas chargé directement parce que j'y passe déjà beaucoup de temps et que c'est difficile à concilier avec la vie de famille et le travail. Donc, j'ai été très aidé par un intervenant du forum qui utilise plusieurs pseudos, donc du coup sur Reddit on le retrouve pas sous le même nom, et on a lancé un thread sur Reddit qui a en 3 jours rapporté 3000 votes, parce que les gens se plaignaient, on leur montrait qu'en fait Garmin avait fait des choix abrupts et sans explication, parce que bon, il y a des choses qu'on peut comprendre des fois, si on nous les explique, mais là que c'était des choix
purement marketing certainement, hein, voilà, pour dire ce modèle-là le supporte dans certaines régions où on ne perd plus de temps dessus. On ne sait pas exactement, mais ça a bien fait réagir, comme tu le disais, et heureusement que ça a été relayé par des sites spécialisés comme le tien. Enfin, quand je dis relayé, ou en tout cas travaillé par des sites comme le tien, parce que sinon ça aurait été difficile de se faire entendre, quoi. Oui, alors tu as dit, est-ce que ça leur coûterait trop de temps? On a vu qu'il leur a pas fallu énormément de temps pour ramener la fonctionnalité ensuite, par mise à jour, lorsque le tollé était général sur les réseaux. Donc on peut Mais il n'y avait imaginer. même pas à mettre à jour la montre, en fait, c'est ça qui était rigolo. Les gens ont cru que c'était nécessaire parce qu'une version est sortie à ce moment-là, mais ça n'avait aucun lien, puisque les personnes qui sont dans les anciennes versions peuvent l'activer aussi, donc ça n'a pas de lien, c'était vraiment un choix sur la plateforme de dire c'est compatible pour pouvoir recevoir l'application ECG en fait sur la montre. Donc il suffisait qu'ils déverrouillent qu'ils ouvrent le robinet, quoi. Voilà, oui, exactement. En fonction de la localisation, qu'ils activent la fonctionnalité, c'était synchronisé sur la montre et tout fonctionnait. Donc là, ça c'est un exemple de mise à jour logicielle. Maintenant, on va parler un tout petit peu de ce qu'il y a dedans nos montres. Donc, on va parler d'un terme qui est un petit peu barbare pour les non-techniciens, mais qui est le SoC, donc le System on Chip. C'est un petit peu le cerveau, c'est un petit peu la partie centrale de calcul d'une montre. Et toi, plusieurs messages que tu as postés sur les forums de Garmin, notamment certains threads qui ont été verrouillés par Garmin, puis réouverts par Garmin, parce que tu travailles avec d'autres pour constater que ce SoC, donc ce System on Chip, donc le cerveau de la montre, le processeur principal de la montre, si on veut bien, n'a pas ou a très peu évolué depuis l'introduction des Fenix 7. Et il n'a pas évolué depuis même la venue 2, en fait. C'est sorti en 2021 environ. Donc c'est toujours c'est un MX RT 500 et on a l'info parce que ça a été certains modèles de montres ont été démontés par Ferhad Fidan. Je sais pas si tu as trouvé ces articles, le site s'appelle t-blog. Et donc la personne a fait du démontage pour nous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Pour essayer de comprendre ce que faisait Garmin et si effectivement il y avait des changements entre les différents modèles de montres, j'ai sollicité les gens sur les forums dans les différentes catégories de produits avec des outils. Ils sont pas tous assez scientifiques, je dirais, parce qu'ils nous permettent pas d'aller chercher dans les entrailles toutes les informations techniques, mais ils nous permettent de voir un petit peu les performances brutes des machines quand on les sollicite. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, entre la venue 2 qui existait à l'époque, il y avait la Fenix 6 à peu près à la même période, encore au catalogue, on avait une différence de performance entre les deux modèles, performance brute, de quasi le double. Ce qui est énorme, tu parlais d'un système sur puce, là, d'un SoC, ce qui est assez énorme dans ces conditions-là, puisqu'on parle quand même d'une montre, c'est quelques centimètres carrés sur lequel il faut qu'on fasse rentrer toutes nos technologies, à la fois de traitement d'informations, mais aussi de communication vers l'extérieur. On parlait du GPS, on parle du Wi-Fi, du Bluetooth et autres. Et donc, il y a eu ce changement-là à ce moment. Et depuis, pour l'instant, on ne constate pas de grosse évolution, on ne voit pas d'évolution dans les performances des modèles phares. Et en plus, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec la génération Fenix 7, moi je le nomme un peu comme ça, mais du coup je mets là-dedans aussi les Forerunner 255, 655, 955 pardon, et même les versions AMOLED. En fait, on a les mêmes performances. On a à disposition, dans le principe, les mêmes performances entre les différents produits. Et qu'on achète le produit à 200 € ou celui à 2500 €. On n'a pas de variation là-dessus du côté de chez Garmin. C'est assez bizarre parce qu'il y a énormément de modèles. C'est peut-être aussi pas mal pour rationaliser les coûts. Et idéalement, ce serait bien aussi pour la partie logicielle, c'est-à-dire le suivi logiciel des plateformes, de pouvoir effectivement se baser là-dessus. Ça, je suis pas certain qu'ils aient pu en profiter correctement.
même si on voit qu'il y a des choses qui marchent sur ce principe-là. Mais effectivement, on voit que Garmin a l'air un petit peu bloqué, soit par son partenariat avec un constructeur de puces, soit parce que ils n'ont pas réussi à tester d'autres produits et donc à intégrer peut-être une autre marque, comme ils l'ont fait avec un modem pour la partie GPS, là, changer carrément de marque, mais là c'est un petit peu périphérique par rapport à tout le fonctionnement du produit. Mais ceci dit, voilà, ils l'ont pas fait à ce niveau-là. Ouais. Alors, pour qu'on se rende compte, une montre aujourd'hui, si on prend une Fenix 8 ou moi je prends la Polar Grit X2 Pro par exemple, ou la Polar Vantage V3, parce que Polar est quasiment le seul à communiquer sur la vitesse de fréquence du processeur de ces montres. Donc Polar communique sur la Vantage V3 et la Grit X2 Pro avec un processeur qui fonctionne à 275 MHz, donc 275 MHz. Juste pour référence, c'est un petit peu la vitesse des ordinateurs qu'on avait au milieu des années 90. Donc il y a une trentaine d'années, c'était la vitesse de nos ordinateurs. Aujourd'hui, c'est les processeurs qu'on a dans nos montres. Et puis, ces vitesses de fréquence, donc même si le système global évolue assez peu, ces fréquences-là, ça fait des années qu'on les a dans nos montres. On n'a pas des fréquences qui s'envolent. Sauf peut-être sur les montres connectées de type Apple ou de type Galaxy Watch de chez Samsung, où on doit exécuter des applications qui sont plus gourmandes, mais ça, peut-être qu'on revient un petit peu dans le détail ensuite. Donc voilà pour donner un petit peu déjà le cadre du fonctionnement des SoC actuellement qu'on a dans nos montres. Et une des questions que tu posais, c'est pourquoi est-ce qu'ils changent pas de fournisseur? Évidemment que si aujourd'hui ils sortent une Fenix 8 Pro ou une Fenix 9 avec un SoC qui est complètement différent que ce qu'ils ont dans leur montre depuis plusieurs années, c'est disruptif au niveau du logiciel. Donc, il faut maintenir deux logiciels complètement différents. Aujourd'hui, Garmin probablement a un code de base qui est à 80% similaire entre une Venue, une Forerunner, une Instinct et puis une Fenix. Sans parler de toutes les déclinaisons de Fenix, de Mark, de Tactics, voilà. Et si maintenant on développe une nouvelle gamme de montres, il faut maintenir à jour plusieurs sources logicielles et probablement que ça effraie un petit peu. C'est un petit peu comme on a vu chez Apple quand on est passé des processeurs Intel aux processeurs Apple Silicon. On a eu pas mal de changements à faire, soit en tant que développeur, soit en tant qu'utilisateur de nos Mac pour tout mettre à jour. Donc ça, c'est un petit peu l'explication. Maintenant, si on augmente la fréquence de processeurs des montres aujourd'hui, est-ce qu'on gagne réellement en performance, tu penses? Et puis, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose à l'utilisateur de la montre, d'après toi? Alors, on peut prendre un exemple assez simple, c'est que de la même manière, je vais reciter Coros parce qu'ils ont une activité quand même assez riche. En tout cas, ils communiquent pas mal sur les évolutions qu'ils font. Coros pour la Pace Pro, je crois, c'est ça, hein, le premier modèle AMOLED, ont sorti une montre avec un processeur indiqué comme étant 2 fois plus performant. Alors on parle pas des mégahertz là, mais ils ont indiqué ça. Et on peut trouver de plusieurs manières des vidéos un peu comparatives avec une Vertix 2 qui a déjà été un petit peu remaniée en chemin, ou une Pace 3 qui est de la même génération que cette Vertix. Et on constate bien que sur la cartographie, par exemple, il y a un gain non négligeable. Il y a un gain non négligeable de fluidité, d'utilisation instantanée, on va dire, en tout cas en temps réel, de la cartographie. Alors chez Garmin, la cartographie, je crois qu'on sait qu'on a un héritage assez long, et tu demandais est-ce que ça aurait un gain particulier? Je ne sais pas, parce que j'avais une Fenix 6, j'ai eu une Fenix 7 qui était 2 fois plus performante en termes de performance brute, et j'ai pas vu un grand changement. Sincèrement, je n'ai pas vu de modification d'un point de vue navigation. C'est-à-dire que la carte s'affiche quasi aussi rapidement. Quand je demande à naviguer sur la carte, j'ai les mêmes lenteurs d'affichage. Donc je pense qu'ils ont un autre problème et qu'il faudra travailler autre chose.
Par contre, ce qui est faisable avec plus de performance, si aussi, alors d'autres composants comme la mémoire, le cache et d'autres choses qui sont embarquées sur cette petite carte mère sont là, c'est de pouvoir activer aussi plus de choses en parallèle. Et si je peux donner un exemple, moi je suis passé d'une Phoenix 6 à une Phoenix 7, pas parce que ma Phoenix 6 me plaisait plus, ou en tout cas ne marchait plus, mais parce que j'avais le guidage audio qui était disponible avec la Phoenix 7. Et que par rapport aux évolutions qu'ils apportaient encore sur un Phoenix 6, ou ses capacités, je me suis dit que ça n'arriverait jamais. J'utilise ça toutes les semaines, et ça m'évite de regarder trop ma montre et de trébucher dans les rochers, les racines et autres quand je cours, même si je suis obligé de jeter un œil à la carte de temps en temps. Mais ça, par exemple, je ne l'avais pas, quoi. Et ça a été un bénéfice, je pense, quand même de ces capacités d'évolution, enfin en tout cas de ces évolutions qu'il y avait eu entre la Phoenix 6 et la Phoenix 7 pour cette partie SOC. Donc, on a une évolution du matériel qui évolue plus. En même temps, Garmin est tributaire de ses fournisseurs en termes de SOC, de chip. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas d'évolution sur ce genre de matériel, Garmin est un petit peu dans une situation compliquée. Soit ils changent de fournisseur, soit ils attendent qu'il y ait quelque chose d'autre qui se passe. Et puis, tu as mis le doigt sur quelque chose qui est quand même assez important. Garmin était le premier des 4 fabricants de montres de sport et outdoor qui intègrent de la cartographie hors ligne aujourd'hui. Donc, Garmin a un moteur de carte qui est complet, routable directement sur les montres, avec aussi la possibilité de charger ses propres tuiles de cartographie qu'on peut afficher dans ce moteur-là. Donc, c'est un moteur assez complet qui en fait plus que la plupart des autres. Par contre, on le voit, il est plus vieux, il est plus lourd. Et tu disais qu'on voyait clairement qu'il y a un manque de performance par rapport à la cartographie et la réactivité d'affichage de quasiment tous les autres sont plus rapides. Polar, Suunto, surtout Suunto, et Coros qui fait pas mal de progrès, notamment tu l'as dit sur la Pace Pro. Donc, il y a un problème de performance peut-être du chip de la montre, mais il y a peut-être aussi une dette technique au niveau logiciel. La dette technique, c'est quand on a un logiciel qui fonctionne, mais qu'on ne fait plus évoluer, et puis ou alors qu'on fait évoluer, on rajoute des choses sur ce logiciel, mais on fait jamais d'optimisation, on se dit jamais, ok, on sort la tête du guidon, je regarde avec un petit peu plus de grand angle ce que j'ai dans mon code, et maintenant j'ai rajouté telle fonction, mais j'ai des choses qui deviennent redondantes, j'ai des choses qui deviennent moins efficaces, je retravaille un petit peu sur mon code. On a l'impression que Garmin l'a jamais fait en fait sur son logiciel, et que à force d'ajouter les fonctionnalités version après version, modèle après modèle, ça devient un espèce de système assez lourd qui a jamais été réoptimisé ou réécrit pour être plus efficace et rapide. Et à ce moment-là, le problème viendrait peut-être plus du logiciel. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense une chose, comme on avait un petit peu préparé le sommaire de cet échange, je suis allé regarder ce que je faisais au niveau du suivi logiciel, par exemple des Phoenix 6, Phoenix 7 et Phoenix 8. Même si j'en ai pas, je regarde. Parce que il faut jamais dire jamais, on ne sait pas ce qui va se passer. Puis ça me permettait aussi de voir un petit peu les différences qui étaient mises en place entre les modèles. C'est pour revenir sur l'aspect dette technique, parce que quand tu me l'avais envoyé sur le coup, je me suis dit c'est pas mal. Et en fait, c'est très éloquent. C'est que si on prend une Phoenix 6, ça a été sorti aux environs de 2019. Donc 6 ans après, quasiment, j'ai regardé, il y a eu environ 110 fonctionnalités d'ajoutées sur la montre. Il y a eu environ 300 bugs de corrigés. Ça, c'est dans les informations officielles ou dans ce qu'on a réussi à glaner au fur et à mesure de la vie du produit, justement quand on était en bêta-test ou pas. Il faut savoir que sur les 6 ans, si on ramène à l'année, ça faisait 18 fonctions par an et 47 bugs par an de corrigés. J'ai fait le même exercice sur la Phoenix 7. On passe à 65 fonctions ajoutées par an sur 3 ans, puisque ça fait 3 ans qu'elles sont disponibles. Enfin, la famille, Phoenix 7 au sens large, et à 204 bugs corrigés par an en 3 ans. Donc, on est à plus de 600 bugs corrigés. Mais, c'est pas fini. Le plus éloquent, je pense, c'est la partie Phoenix 8 qui est sortie tout début septembre. Voilà, les gens ont dû la recevoir tout début septembre, même si on voyait des choses se passer au niveau logiciel autrement. Donc, à la moins d'un an,
Donc en moins d'un an, on a déjà 86 fonctions qui ont été ajoutées sur l'équipement et 250 bugs de corriger. C'est assez éloquent et je pense que là, ça fait écho à ce que tu disais, c'est cette fameuse dette. Cette fameuse dette qui en plus est liée à pas mal de choses, puisque là, ils ont choisi de faire des gros changements, mais ils n'ont pas bien pris, parce que pour corriger 250 bugs en quelques mois, c'est que quelque chose s'était passé derrière. Et qu'effectivement, au niveau gestion de leur logiciel, des retours aussi qu'on en fait, parce qu'on nous demande, je participe à une bêta publique. Alors bon, Garmin écoute, enfin n'importe qui écoute bien ce qu'il a envie, je dirais, mais ce qui est dommage, c'est de se dire que souvent on remonte des problèmes quand même flagrants, pour la plupart, et que ces problèmes flagrants se retrouvent après disponibles pour tout le monde. Parce que ce qui importe durant la bêta, ce qu'on a constaté pour l'instant, et ça fait 1 an et demi qu'on se plaint, hein. Bon, moi ça fait depuis la Phoenix 6 que je fais des bêtas, donc ça date. Mais là, sur la Phoenix 7, ça fait 1 an et demi qu'on se plaint parce que à chaque version qui est mise en production, c'est pas les nouvelles fonctions qui marchent pas, c'est les anciennes. Ouais. Donc on leur dit, mais arrêtez de pousser des versions quand on vous dit qu'il y a des problèmes sur des choses qui fonctionnaient avant. Et pas les nouveautés. Bon, tant mieux, la nouveauté fonctionne, mais les gens, des fois, le temps qu'ils découvrent la nouveauté, il va pas se passer 1 semaine ou 2. Par contre, ce qu'ils utilisaient auparavant, ça va être instantané. Et il y a ce petit manque de qualité, je dirais, de suivi et de qualité de leur part, qui là est réel. De toute façon, c'est très factuel. On le voit bien. Là, on a vécu un lancement de la version 20 sur les Phoenix 7, qui correspond à d'autres versions sur les différentes gammes de montres, qui était chaotique. Moi, je ne pouvais même plus utiliser ma montre en navigation, alors que je dis que je m'en sers toutes les semaines, parce que ma montre, de toute manière, elle redémarrait plusieurs fois pendant les activités. C'est quelque chose qui avait été remonté 3 mois auparavant, et ils ont choisi quand même de pousser les versions en production. Et c'était pas le seul problème. Je veux dire, cette problématique-là, elle se retrouvait dans d'autres cas de figure. Les gens qui faisaient de la corde à sauter, au bout de 3 ou 4 fois à faire tourner la corde, pareil, ça rebootait et ainsi de suite. Et on ne sait pas pourquoi ils fonctionnent comme ça. Donc après, ils repatchent. Les gens sont fatigués, je pense. Alors effectivement, alors plus on ajoute de fonctionnalités, plus on a un code qui devient complexe, plus on doit résoudre de bugs. Ça, c'est mathématique. Mais maintenant, quand on extrapole un tout petit peu les chiffres que tu viens de donner, ça fait un équivalent de 500 bugs corrigés à un rythme annuel sur la Phoenix 8, si on continue à cette allure-là. C'est énorme en termes de correction pour un appareil qu'on porte au poignet, qui est pas un ordinateur complet ou le code d'un smartphone. On n'est quand même pas à ces niveaux-là de complexité. Et donc, la question est, est-ce que il faut augmenter à tout prix la puissance de calcul des chips, pas forcément la fréquence, parce que tu le disais, chez Coros, on a un processeur qui est 2 fois plus performant, mais pas forcément 2 fois plus rapide. Il y a quand même une différence entre les deux. Et on peut imaginer, par exemple, que chez Coros, on a doublé le nombre de cœurs à même fréquence, mais qu'on est capable de travailler sur des programmes parallélisés, pour les gens qui ont des notions d'exécution de programmes informatiques. Parce qu'il y a quand même une chose, c'est que si on augmente la fréquence et la capacité de calcul d'un chip dans une montre, on va augmenter la consommation électrique et donc du coup diminuer l'autonomie. Donc si on veut de la carte plus fluide chez Garmin, la solution, c'est pas forcément de doubler la fréquence du socle, parce que tout simplement, on va baisser l'autonomie, puis on a un risque d'avoir encore une montre qui chauffe. Et une montre qui chauffe, c'est pas confortable à porter au poignet. Ça risque d'avoir des impacts sur d'autres composants dans la montre. Enfin bref, c'est peut-être pas la solution. Donc, on voit maintenant chez Garmin que la problématique du logiciel, elle existe. Elle va pas vers le mieux. À ta place, si toi tu te mets à la place du chef de développement de chez Garmin, qu'est-ce que tu préconiserais comme solution maintenant pour peut-être mettre fin à cette surenchère de j'ajoute des fonctionnalités, j'ai plus de bugs, je corrige pas, je mets quand même en production et je perds de la fonctionnalité
Une idée qui est venue un petit peu quand on n'était pas content, là, un peu tous, là, où on a fait justement ces fameux posts et qu'on a essayé de contacter beaucoup de spécialistes pour faire du bruit, parce que déjà, en termes de qualité, fiabilité, puis il y a un autre sujet qui était aussi le fait de redescendre certaines fonctions sur des gammes toujours vendues, mais en fait pas. Garmin a décidé de pas le faire, donc on comprenait pas. Mais en tout cas, quand on a lancé ça, à un moment donné, on s'est dit, est-ce que Garmin ne devrait pas nous donner un choix pour son bénéfice? Parce que depuis tout à l'heure, ce qu'on se dit, alors après il y a quelques parties d'hypothèse, c'est qu'a priori on a les mêmes composants à l'intérieur des montres. Pour majorité, après si on se base sur... Bon, je fais beaucoup de suivi logiciel sur Garmin, donc si on se base dessus, on se rend compte qu'en fait oui, il y a beaucoup de composants sont les mêmes puisqu'ils utilisent exactement le même logiciel, et ce serait difficile si c'était pas les mêmes composants. Donc ce qu'on a suggéré, mais qui n'a pas encore eu d'écho du tout, c'est de se dire, est-ce que Garmin pourrait pas partir sur un seul OS, en fait, et de n'activer les fonctions qu'en fonction des gammes, donc des références produits, on va dire, de sa bonne volonté, je dirais. Après, ils choisissent. Mais s'ils faisaient ça, ça leur permettrait de gérer un seul train logiciel et de se dire, si j'ai un problème corrigé sur une Forerunner, il est corrigé sur une Phoenix, dans le principe. On n'est pas dans les détails. Mais en tout cas, ça serait tout à fait possible. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que oui, les problèmes sont visibles chez Forerunner, oui, les problèmes sont visibles chez Phoenix. C'est les mêmes. Souvent, c'est les mêmes. Mais non, ils ne sont pas corrigés en même temps. Chacun a son OS. Là, les Forerunner viennent de recevoir plus de fonctionnalités, du coup quelques problèmes en plus aussi. Mais voilà, c'est très très décousu. Et même si l'exemple de la Phoenix 8 qu'on vient de donner, qui est soi-disant sur un tout nouvel OS, ou en tout cas une toute nouvelle interface, c'est ce qui a été dit par Garmin. Je pense qu'on est plus sur l'interface utilisateur. Nous, on leur disait, donnez-nous le choix. Par exemple, moi, avec ma Phoenix 7, je suis prêt à passer sur l'interface de la Phoenix 8. Je sais qu'il y a des différences, je sais qu'il y a quelques manques, parce qu'ils ont choisi de ne pas tout mettre de la même manière ou de pas tout mettre. Maintenant, ils ajoutent d'autres choses aussi. Mais donnez-moi ce choix-là. Et si je reste sur l'ancienne version, je veux plus que des mises à jour où vous allez stabiliser les choses, mais arrêtez de développer, parce que de toute manière... Là, vous rajoutez des choses, vous abandonnerez le matériel d'ici peut-être 2-3 ans, on ne sait jamais, si on regarde la Phoenix 6 qui a duré 6 ans. Voilà, il y a des choses, vous n'allez jamais les corriger, et il y a des problèmes, on l'a vu sur d'autres gammes, ils existent toujours, ils ont toujours embêté les gens. Donc, essayez de vous concentrer. Prenez l'exemple d'Apple tout à l'heure. S'ils ont pu faire un seul OS, c'est aussi parce qu'ils avaient des puces qui se ressemblaient. Donc là, si effectivement on est dans cette situation, ce serait dommage de ne pas en profiter et de se dire, j'ai une gamme, une Forerunner 165, je vais pas y mettre tout, mais je n'active pas tout en fait d'un point de vue logiciel. Ça, c'est très facile à faire pour eux. Et certainement que c'est ce qu'ils font dans la gamme Forerunner, puisque c'est le même OS. Donc ils le font déjà dans la gamme Forerunner. Mais là, c'est de se dire, on met le même partout, on simplifie les choses et on va pouvoir travailler mieux. J'ai eu, pour la petite anecdote, plusieurs échanges avec Garmin. Alors, pas facilement avec le support, bizarrement, même en étant bêta-testeur. Même si j'avais des tickets d'ouvert et que je voyais des mails d'ouverture et de clôture, c'était rigolo. Mais des fois, on m'a dit, vous savez, pendant le bêta-test, il n'y a pas grand monde chez nous qui travaille dessus. Et là, j'ai été un peu estomaqué. Je me suis dit, comment on peut, en étant Garmin, qui est quand même un des plus gros sur le secteur, répondre ça à un de ses clients et à un de ses bêta-testeurs, enfin, je veux dire, à quelqu'un qui aide, lui dire, vous êtes plus que nous, quoi. Ah oui, d'accord. Ça fait un peu peur, quoi, parce que, quand je dis plus que nous, c'est pas que tous les gens qui ont des problèmes, mais c'est que les gens qui essayent de trouver des solutions, qui essayent de leur apporter un complément. Moi, j'étais pas rassuré quand j'ai entendu ça. Ça m'a fait un peu peur, même. Ouais, alors, ça d'un côté, ça m'étonne pas tellement parce qu'à mon avis, quand ils lâchent une version bêta, ils travaillent plus dessus en attendant les retours de la communauté et eux ont du boulot à faire sur des produits qui sont en développement ou sur possiblement les prochaines fonctionnalités, etc. Donc,
c'est pas forcément la manière la plus efficace de travailler, mais je pense qu'effectivement, c'est une des manières de travailler de chez Garmin. Maintenant, moi, j'ai une question pour toi, parce que, bon, ok, on met la même version sur toutes les montres. Maintenant, je choisis ma 265 ou ma 965 en fonction du matériel que je veux au poignet. Je le paye un prix différent, mais Garmin a toujours aussi segmenté ses différentes gammes avec les fonctionnalités logicielles que j'avais sur la montre. Ça a été comme ça depuis toujours. À mon avis, c'est pas prêt de changer. Et une question que j'ai posée à Garmin et à plusieurs utilisateurs de montres Garmin, et j'aimerais aussi avoir ton avis là-dessus, c'est plutôt que de laisser au bord de la route complètement les utilisateurs de Fenix 7 ou Fenix 7 Pro, qui, pour la petite histoire, pour Garmin, sont considérés comme étant de la même famille. Ça ne veut pas dire que la Fenix 7 Pro est sortie une année après que la Fenix 7 ou 2 ans après que la Fenix 7. Mais ça veut dire que comme c'est de la même famille, on arrête le développement sur les deux modèles. Et si vous avez acheté une Fenix 7 Pro il y a 8 mois, ma foi, votre montre, elle arrête déjà d'évoluer quasiment de manière totale aujourd'hui. Ça, c'est la petite anecdote, mais pour quelqu'un qui est dans ce cas-là, c'est un peu frustrant. La question, c'est, aujourd'hui, Garmin, c'est une société qui est cotée en bourse, qui doit gagner de l'argent, si on veut faire simple, et donc, du coup, vendre des produits. Pour faire vendre des Fenix 8, on essaye de lui donner des fonctionnalités qui n'existent pas sur les modèles précédents et on les met pas à jour sur les modèles précédents. Un autre modèle qui pourrait gagner de l'argent pour Garmin, c'est de dire, OK, vous voulez la nouvelle interface de la Fenix 8 sur votre Fenix 7, vous voulez la nouvelle fonctionnalité XY, les nouveaux écrans de données, etc. Est-ce que faire des mises à jour payantes pour les modèles plus anciens serait pour toi quelque chose d'acceptable ou absolument pas? Je ne sais même pas s'ils ont besoin d'aller vers ce modèle, hein, parce que certains ont pu pousser ça. Aujourd'hui, quand on prend une marque de smartphone ou autre, hein, on comprend cette fameuse Apple Watch qu'on peut comparer, hein, puisqu'ils ont un modèle au même prix qu'une Epix, enfin voilà, que ce qu'était l'Epix, donc une Phoenix 8 AMOLED. Ils ont l'entrée de gamme qui est au même prix que peut-être une Forerunner de 265, si on n'est plus dans ces eaux-là. Apple, lui, se pose pas la question. Tous les ans, l'OS évolue jusqu'à un certain cycle de vie. Donc en fait, le produit, voilà, il a une durée de vie. Et l'idée, c'est pas de se dire j'ai le droit au nouvel OS parce que je le paye, parce que ce modèle-là a existé, hein, on l'avait sur nos ordinateurs, mais c'est de se dire je vais garantir pendant le entre guillemets le maximum de temps possible que tous mes produits vont être un peu sur les mêmes versions. Et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est plus simple, certainement aussi pour Apple, de gérer ça. Et Dieu sait s'ils doivent avoir des choses et des problèmes à gérer, mais c'est beaucoup plus simple pour eux de fournir ça aussi. Donc c'est un peu ça. Moi, si ça existait, j'y jetterais un œil. Maintenant, je pense que le bénéfice qu'ils en tireraient est plus important que le fait de dire je t'achète ou t'achète pas, parce que de toute façon, ils continueront avec l'ancien OS le temps qu'il faudra. Donc ils continueront d'avoir toutes ces difficultés de suivi et de faire évoluer, enfin pas faire évoluer, mais de corriger, puisqu'à un moment donné, on sera plus que dans cette situation, donc de corriger des problématiques. Donc je sais pas. Après, certains parlaient de fonctions, certaines fonctions payantes ou autres. Bon, ça, Garmin n'est pas trop dans ce modèle-là pour l'instant. Il y a quelques éléments comme les cartes, par exemple. Mais, oui, il y a quelques abonnements qui existent chez Garmin, mais c'est vrai que c'est marginal. Tu donnais l'exemple de Apple qui met à jour complètement ses montres. Le modèle est quand même un petit peu différent chez Apple parce que si Apple te vend une Apple Watch, c'est qu'ils savent qu'ils t'ont vendu un iPhone. Déjà, c'est pas comme chez Garmin. On vend la montre qui est entre, tu disais, 250 € peut-être et 1000 € éventuellement pour l'Apple Watch Ultra. Mais derrière, on sait qu'il y a un smartphone qui vaut à peu près le même prix, voire plus, qui a été vendu. D'autre part, beaucoup plus que chez Garmin, qui a commencé malgré tout à avoir un App Store payant, hein, mais chez Apple, on a énormément de souscriptions et donc mettre à jour la montre pour qu'elle supporte les dernières fonctionnalités, c'est aussi une opportunité de vendre à l'utilisateur de l'Apple Watch un abonnement à Apple Fitness, des applications payantes tierces dans l'App Store, etc. Donc
le modèle est peut-être un petit peu différent. Apple s'y retrouve peut-être beaucoup plus facilement à mettre à jour une montre d'il y a 3 ans s'ils vendent 2 souscriptions Apple Music, Apple Fitness dessus et je ne sais combien d'applications pour lesquelles on va payer 50 € par année et sur lesquelles Apple va faire 15% de bénéfices. Par rapport à Garmin, où une fois qu'ils ont vendu la montre à 200, 500 ou 1000 €, le revenu s'arrête quasiment. Ouais, tout à fait. Ce qui peut être intéressant à noter, parce que comme je disais, comme j'interviens pas mal sur les forums, quand les gens sont trop mécontents parce que ils peuvent plus du tout utiliser leur montre, j'ai tendance je suis sollicité aussi. Et je les aide à repartir dans d'anciennes versions, parce qu'aujourd'hui c'est encore possible sur ces gammes de produits. Ils aiment pas trop, mais on peut encore le faire. J'ai quand même des gens qui sont prêts à installer des versions qui ont 2 ans sur leur montre pour obtenir un fonctionnement très proche de ce qui était vendu par Garmin. Alors pas exactement sur la boîte, puisque comme il y a eu énormément d'évolutions, ils veulent pas revenir à la toute première version, mais en tout cas ils cherchent plus un produit de confiance pour toutes les métriques sportives. Moi je parlais de la navigation tout à l'heure. Ils cherchent un produit de confiance et là c'est pas en payant une nouvelle mise à jour ou qu'ils l'ont, c'est en revenant en arrière. Donc on est un peu... Moi, je sais que je réponds pas au sujet exactement, mais aujourd'hui, comment aller plus loin si déjà ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait mal? Et comment donner envie aux gens de l'acheter si c'est pas fiable? Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Effectivement, c'est vrai que j'avais pas en tête les Apple Fitness parce que j'ai aussi une Apple Watch SE2, je sais plus quelle année c'est. Elle fonctionne très bien et que ça me convient pour beaucoup de choses. Je l'ai testé en course à pied aussi, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que j'ai pas regardé tous ces à côté. Voilà, je l'ai pas utilisé de manière plus approfondie. Ce qu'on voit chez les autres, je sais pas du coup si toi tu peux me répondre, parce que je regarde beaucoup en ce moment Suunto et Coros. J'ai regardé un peu Polar, mais je suis un peu moins fan, mais tout ça c'est très personnel. Mais ils sont quand même sur aujourd'hui sur l'idée de fournir un seul et même système. Quand je regarde, parce que je vais voir sur leurs forums, je vais voir sur leur site où ils parlent de leur version, et on voit bien qu'aujourd'hui ils se sont alignés à dire j'ai des produits avec quelques différences, la batterie, un plus grand écran, des boutons en plus ou des choses comme ça, mais j'ai une même base logicielle par contre sur le fond. Alors après c'est pareil, on voit bien que entre certains modèles ils ont activé ou pas certaines fonctions. Enfin, ils ont autorisé certaines fonctions. Par contre, sur tout ce qui est additionnel, j'ai moins de connaissances là-dessus. Et on a un peu ces systèmes-là aussi? Alors, typiquement, si on prend Polar, qui est l'exemple extrême, actuellement, ils ont dans leur gamme principale de montres outdoor de sport la Vantage V3, la Vantage M3, qui est la montre un peu plus entrée de gamme, et puis la Polar Grit X2 Pro, qui est le modèle le plus haut de gamme et vraiment la montre solide outdoor. Le matériel change, le design de la montre change, la noblesse des matériaux, si on veut bien, on a de l'aluminium, de l'acier, du titane, du saphir ou du Gorilla Glass. Mais sur les 3 montres, on a exactement les mêmes fonctions logicielles. On a exactement la même base logicielle. Alors si on prend la Vantage M3 qui est d'entrée de gamme, on a une autonomie qui est moindre. Et puis on a une montre qui est un peu plus petite avec un écran plus petit, etc. Mais par contre au niveau des fonctions on est 100% équivalent à ce qu'il y a sur la plus haute gamme qui est la Grit X2 Pro. Si on prend les montres de chez Suunto par exemple, c'est un peu la même chose, simplement on a quelques fonctions qui diffèrent en fonction du matériel. Par exemple la verticale a un écran transflectif MIP alors que les autres ont des écrans AMOLED. On a une recharge solaire sur la verticale, on a une ergonomie qui est un petit peu différente parce qu'elle a 3 boutons à la place des autres qui ont une couronne rotative au milieu. Donc il y a quelques différences. Mais au niveau fonctionnel, on est quasiment équivalent aussi entre Suunto Race S, Suunto Race et puis Suunto Vertical. Je mets de côté la Suunto Ocean qui est vraiment une montre un peu plus axée pour la plongée. Donc il reçoit des mises à jour moins souvent et puis souvent avec moins de fonctionnalités, mais c'est aussi parce que Suunto veut absolument s'assurer que la version qu'il déploie sur cette montre-là est stable pour pas que la montre de plongée plante une fois qu'on est à 40 mètres de profondeur dans sa plongée avec les capteurs de ce qui reste dans les bouteilles, etc. Enfin, on est complètement aveugle
Et c'est un petit peu, juste pour l'anecdote, ce qui me fait un petit peu peur avec la Phoenix 8 qui est utilisée en plongée avec tous les problèmes que t'as donné. J'espère que cette partie-là est quand même fiabilisée chez Garmin. Et puis, chez Coros, là, il y a une distinction au niveau fonctionnel entre l'entrée de gamme, le milieu de gamme et puis le haut de gamme. Tu parlais de réactivité de la carto. Alors, actuellement, la PS Pro de chez Coros, c'est la seule qui a de la MOLED chez eux. Tout le reste est en transflectif MIP. Donc, la technologie d'écran peut aussi permettre des développements de choses et d'affichage de choses un petit peu plus rapides et performants sur une montre. Et là, il y a une segmentation. Par exemple, la PS3 n'a pas de support de la cartographie, mais uniquement du suivi de traces. Entre Apex 2 et Apex 2 Pro, on a principalement des différences de format de montre et d'autonomie. Et puis, sur la Vertix, qui est le modèle le plus haut de gamme, on a des fonctionnalités comme les profils d'escalade et un petit peu plus de fonctions logicielles. Mais c'est vrai que c'est quand même moins marqué que chez Garmin. Et encore, Garmin a réagi ces dernières années parce que, par exemple, il y a beaucoup de modèles chez Garmin avant qui n'avaient pas de profil de triathlon, qui avaient vraiment des fonctions qui étaient absentes et ça faisait pas de sens. Mais c'est la concurrence qui a fait que Garmin a été un peu obligé quand même de mettre à niveau certaines de ses montres d'entrée de gamme pour un petit peu ne pas se faire défoncer par la concurrence, quoi. Donc voilà où on en est aujourd'hui sur ces mises à jour. Après, Garmin publie des mises à jour quasiment maintenant à un rythme d'horloge suisse. Hein. On a les programmes bêta qui arrivent et puis 2 mois après, c'est dans la version finale et boum, on a une nouvelle bêta qui arrive et ainsi de suite. Chez Polar, si on a une mise à jour importante par année, c'est déjà pas mal. Et puis chez Suunto, on en a entre 1 et 2 qui apportent vraiment des fonctionnalités majeures par année. Donc après voilà, les montres sont plus stables, les fonctionnalités sont plus stables. Par contre, pour la personne qui aime bien avoir des mises à jour et des nouveautés à échéance assez régulière, Garmin reste quand même la marque qui publie le plus de mises à jour. Ensuite, il y a Coros qui apporte quand même plusieurs fois par année des nouvelles fonctionnalités sur ses montres. Je pense que chez Coros, il y a entre 3 et 4 mises à jour majeures par année. Et puis ensuite, chez Suunto et Polar, c'est entre 1 et 2, quoi. C'est effectivement ce qu'on a constaté côté Garmin. Tu vois, par exemple, nous, on leur a demandé, côté bêta test, hein, on a essayé de faire des trades pour leur dire, on est plusieurs à vous faire la demande, on avait fait des votes, et on leur a dit, on aimerait bien une version sur 2 seulement pour les nouvelles fonctionnalités. Donc une version nouvelle fonctionnalité, puis correction de ce qui a corrigé, et la suivante, on se focalise que sur la stabilité. C'est-à-dire, on essaye de s'assurer qu'on n'abordera pas les prochaines nouvelles fonctions avec cette fameuse dette de bug. Ouais, c'est ça, exactement. On peut l'appeler comme ça, mais plutôt ça pour justement rendre les choses plus... qu'on ait plus de confiance en fait. Voilà, c'était le terme. Hein. Je disais tout à l'heure, là tu as parlé de la partie plongée, on a parlé de la partie ECG. Bon, le CG c'est moins grave parce qu'on l'utilise à la demande. Mais voilà, la plongée qui déraille quand on est sous l'eau, c'est un problème. Hein. Moi, c'est un peu angoissant. Voilà, quand tu as le déraillage, sachant que j'ai un sens de l'orientation quasi inexistant, je me sentais pas à l'aise. Alors je pars jamais sans avoir par exemple un téléphone et puis sans avoir dupliqué le trajet dessus, le tracé. Mais bon, j'ai pas fait ça depuis des années. C'était pas pour qu'arriver avec un modèle aussi évolué. J'ai besoin j'ai besoin d'autre chose, quoi, puisque ça marche très bien. Non, un petit peu en conclusion, hein, c'est un peu pénible. Moi, j'ai constaté ça dans les tests que j'ai fait des Instinct 3 que j'ai mis en ligne très récemment. Plusieurs fois entre le modèle AMOLED ou Solar, qui étaient des modèles très robustes, hein, les Instinct et Instinct 2 que j'ai testés jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu un seul problème. Et sur la Instinct 3, à plusieurs reprises, des redémarrages en cours d'activité. Alors Garmin a un mécanisme, quand ça redémarre en cours d'activité, il est capable de reprendre là où il en était. Mais sur la Instinct 3, particulièrement, impossible de reprendre. Ça buguait en boucle, en fait. Quand j'essayais de reprendre l'activité, boum, ça refaisait le bug et ça redémarrait la montre en cycle infini. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et c'est vrai que, là, en l'occurrence, j'étais en train de tester plusieurs gadgets, donc j'en avais forcément un qui restait encore en marche. Et en l'occurrence, sur plusieurs sorties, c'est grâce à la Suunto que j'avais au poignet que j'ai pu avoir l'itinéraire complet de ma sortie ou de mon activité que j'ai enregistré.
Mais si on est comme la plupart des gens qui utilisent une montre avec un seul appareil, c'est un peu inquiétant. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que là, moi, le lancement de la Phoenix 8 m'a fait peur. Je l'ai vu, j'ai constaté que les gens n'avaient que des problèmes de manière assez généralisée. Ça s'est stabilisé entre-temps, hein. Mhm. C'est-à-dire que maintenant, on a quand même plus de gens satisfaits que de gens qui ont des problèmes, même s'il y a toujours beaucoup de soucis derrière, mais en tout cas, c'est moins visible auprès de tout le monde. Et là, quand j'ai vu la Instinct 3, alors la Solar, j'ai été très surpris de voir apparaître dans les forums des messages sur les gens qui n'arrivaient pas à faire les mises à jour carrément. Donc c'est Mhm. à chaque démarrage de montre, il y a quand même pas mal de petites versions qui arrivent derrière. Alors après le lancement, bon, on peut pas trop leur en vouloir forcément, mais ce qui était un petit peu triste, c'était de se rendre compte que la Solar, comme il y a peau de chagrin en termes de stockage, il y a rien dessus, il n'y avait même pas la place pour faire la mise à jour du système. Mhm. Et ils ont dû ressortir une version pour optimiser tout le stockage de la montre. Pour ceux qui ont réussi à la mettre en place, c'est-à-dire quand même une majorité, mais il y en a encore qui ont des difficultés à faire ces mises à jour-là. C'est quand même dommage, quoi. Tu parlais de l'instinct, de l'instinct qui est une montre robuste, qui est une montre de confiance, qui est là, ils sortent un modèle qui est quand même très équivalent à ce qu'il y avait auparavant. Je parle pas de la partie AMOLED. Mhm. Et pour autant, oui, pour moi, il y a un petit problème de conception parce que même s'ils ont pu optimiser derrière, c'est pas une situation qui aurait dû apparaître sur une troisième génération de montres Non, clairement. maîtrisée pour Garmin, quoi. Et même si elle n'a pas beaucoup de mémoire, elle a quand même le double de la Instinct 2. Donc voilà, elle a pour rappel 128 mégas de mémoire alors que la Instinct 2 avait 64 mégas de mémoire et pour une raison inconnue, la version AMOLED a 4 gigas de mémoire mais pas de cartographie et pas de support de la musique. Donc je sais pas quoi mettre dans ces 4 gigas de stockage sur la AMOLED pour l'instant, mais ça c'est une autre question. Donc oui, on en est à un stade où la stabilité et l'évolution du logiciel inquiètent un petit peu chez Garmin. Ça fait bientôt 1 heure qu'on parle de tout ça. On va gentiment arriver à la conclusion de cet épisode. Est-ce que tu es optimiste pour la suite de ce qui va se passer chez Garmin ou est-ce que tu es un peu pessimiste? Et à titre personnel, est-ce que tu vas commencer à regarder chez d'autres ce qui se passe pour tes futurs usages en termes de montre GPS? C'est justement une bonne question. J'ai commencé à regarder beaucoup plus fortement. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup d'exemples en tête et que je commence à me balader sur les forums des autres marques ou sur leurs canaux de communication. Donc Coro, c'est essentiellement sur Reddit, par exemple, Ouais. et répond très rapidement, d'ailleurs. Oui, je regarde pour plusieurs raisons. La première, c'est quand même les tarifs. C'est-à-dire que à un moment donné, j'ai pris une F6 Pro, une Phoenix 6 Pro qui était sortie à un certain montant parce que j'avais des besoins. Alors il y avait le design, oui, mais je voulais de la cartographie, je voulais quelque chose d'assez costaud. Enfin bon voilà, donc je suis parti sur une gamme, je sais plus, ça coûtait peut-être 600 € à l'époque. Aujourd'hui, si je veux l'équivalent, je suis pas loin de 900 €. Mhm. Donc bon, ça devient un petit peu compliqué pour ça parce qu'effectivement, il y a beaucoup de fonctions et toutes ne sont pas forcément utiles. Alors, on a une gamme Enduro qui est aujourd'hui un peu entre les deux, qui me permettrait de redescendre un peu la note, mais bon, il y a eu beaucoup d'inflation, enfin plus que pour nous, côté tarif. Et puis oui, surtout la partie logicielle. Alors, si j'aime bien faire du bêta test, hein, ça on a dû le comprendre, j'aime bien aider les autres, mais là, j'ai trop de problématiques au quotidien, même moi, qui pourtant saurait un peu plus que certains passer outre, hein, trouver Mhm. d'autres manières de faire, ou en tout cas de pas générer les problèmes parce que je sais comment ils arrivent. Là, tant que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est tant que je vois pas des signaux plus forts côté Garmin sur quel sens va prendre cette partie système, operating system, hein, des montres, je suis pas très intéressé en fait. Mhm. Et comme je disais, j'ai eu un déclencheur, et ce qui arrive à beaucoup d'autres. Hein, donc moi, il y a une fonction qui m'a beaucoup plu sur la Phoenix 7. Et puis parce que dans son cycle de vie, à un moment donné, j'ai pu la retrouver à un tarif intéressant. Mais aujourd'hui, une Phoenix 8, même à moitié prix, personnellement, j'aurais pas d'intérêt. Voilà. Ouais. Donc j'ai pas mal regardé
les modèles race chez Suunto. Ça m'a plutôt intéressé. Chez Coros, j'ai un petit peu plus de difficultés parce que j'aime moins le design, mais j'ai des copains qui en ont, avec qui on court, et ça marche très très bien. Ils en sont très satisfaits. Donc je jette un œil et pour rien cacher, il y a quelqu'un qui fait des cartographies tierces, qui est très connu en France, qui je pense fournit pas mal. C'est la carto Maprando. Je sais pas si. Oui, de Alexis Voilà. le Carnu, sauf erreur, ou voilà, quelque chose Ouais. comme ça. Désolé si j'ai massacré Ouais, pas son de nom souci, de famille, il mais est pas là pour se Alexis, son prénom, défendre. ça j'en suis sûr, ouais. Il reviendra à le dire. Ouais. Mais voilà, on a discuté avec lui parce que pareil, il m'a demandé de faire des tests à des moments. Je lui posais des questions et je lui demandais si lui, il arrivait à aller voir une autre marque parce qu'il y a beaucoup de problèmes sur la partie carto chez Garmin, au sens tous les modèles confondus. Là, il y a eu beaucoup de choses de faites et il y a plein de trucs qui marchent plus pour les cartes tierces, qui étaient déjà même beaucoup plus fluides. Donc là, il regarde sur certaines marques et il travaille a priori déjà avec certains. Alors je dévoile rien parce que je ne sais pas où ça en est et si ça aboutira, mais ça pourrait être aussi un déclencheur. C'est-à-dire de se dire que Coros ou autres utilisent des cartes OSM, mais aujourd'hui on en connaît avec. Enfin voilà, je trouve que c'est un très bon travail qui est fourni. Et ça pourrait être quelque chose que je pourrais suivre le cas échéant parce que je sais que ce sera après une carto un peu plus qualitative que ce que j'ai vu parce que elles sont pas mal, en tout cas elles fonctionnent bien, mais il y a quand même des différences et ça m'intéresserait. Mais ça c'est à titre personnel puisque ça reste un usage important de mon côté, quoi. Ouais. Voilà. Bon, écoute, Sylvain, merci beaucoup pour ton intervention dans le podcast. J'espère qu'on aura abordé cette thématique qui aura intéressé les auditrices et les auditeurs. Et d'ailleurs, si vous avez écouté cet épisode et que la thématique vous interpelle ou que vous vous posez des questions, les commentaires de la note de l'épisode sur nakan.ch ou sur les plateformes de podcasting vous sont ouverts. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster et puis pour réagir un petit peu à ce qu'on a évoqué dans cet épisode avec Sylvain. Écoute, je vais te laisser le mot de la fin de cet épisode. Si tu as quelque chose à dire à propos de ça ou la phrase de conclusion. Assez simplement, te remercier pour l'échange. C'était très ouvert et particulièrement sympathique d'échanger avec toi. Mais écoute, le plaisir est partagé. Merci beaucoup de ta présence et de ta participation dans cet épisode. L'échange a vraiment, effectivement, été très intéressant. Merci. Merci. Au revoir.